Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV pour votre rendez-vous désormais quotidien Cannes+, pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et pour présenter cette émission comme d'habitude à mes côtés, Nouha Bazir. Bonjour Nouha. Et bonjour Anas, bonjour aux téléspectateurs, merci de nous rejoindre tous les jours à partir de 13h30 pour Cannes+, débriefer les matchs, revenir sur les performances les plus incroyables de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Anas, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir dans ce plateau Louis Moukoma, vous êtes rédacteur en chef, Louis, on peut toujours dire Louis espagnol, vous êtes rédacteur en chef de Léopard Foot, bien évidemment. Bonjour. Bonjour Nora, merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, rédacteur en chef de Léopard Foot, donc qui est le premier média qui a été fondé sur le football congolais. Et à vos côtés, grand spécialiste, 35 ans dans le métier du football africain, du football arabe, Franck Simon, merci de nous rejoindre sur le plateau de Cannes+. Comment ça va? Merci, bonjour Nouha, bonjour Anas, bonjour Louis. Ça va bien, on est là pour parler football africain, ça va toujours bien. Et en plus avec des beaux matchs qui se sont disputés hier entre Sénégal et RDC, entre le Nigeria et Tunisie. Pour vous redonner un petit rappel des scores, voici le flash de la CAN. Et tout de suite le flash de la CAN pour revenir sur les rencontres d'hier. Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire sur la Tunisie par 3-2 en match de en deuxième journée du groupe C, disputé au grand stade de Fès. Victor Osimhen, Agor Adams et Lookman ont inscrit les buts du Nigeria qui dominait le match par 3-0 jusqu'à la 65e. Montassar Talbi et Ali Andi ont réduit le score pour les Tunisiens sans pouvoir réaliser une remontada. Suite à ce résultat, le Nigeria a assuré sa qualification au deuxième en phase finale, la Tunisie, et reste deuxième avec 3 points, avec 5 points plutôt, suivi de la Tanzanie et de l'Ouganda. Et puis la Tanzanie et l'Ouganda font match nul, un but partout. La Tanzanie croyait avoir réalisé l'essentiel en ouvrant le score à la 59e minute de jeu sur pénalty, un pénalty transformé par Simon Moussouva, ancien sociétaire du Difa El Hassani Jadidi et du Wydad de Casablanca. Mais à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, Uche Ikpeazu, à la réception d'un centre parfait de Denis Somedi, est parvenu à remettre les pendules à l'heure. Les Ougandais ont raté l'occasion de s'offrir 3 précieux points. Alan Okello a échoué à transformer un pénalty dans le temps additionnel. Et dans le groupe C, la Tanzanie et l'Ouganda se partagent les 3e et 4e places avec un seul point à leur compteur. Le Sénégal et la République démocratique du Congo se sont quittés sur un score d'un but partout en match de deuxième journée du groupe D. Les Congolais ont ouvert le score à la 61e minute de jeu par Cédric Bakumba avant que les Sénégalais n'égalisent à la 69e minute grâce à Sadio Mané. Et avec ce résultat, les deux équipes conservent la tête du groupe D avec 4 points chacune. Et lors des matchs de la 3e journée, le Sénégal affrontera le Bénin qui compte 3 points, tandis que la République démocratique du Congo sera opposée au Botswana. Et justement, le Bénin a battu le Botswana par 1-0 en match de deuxième journée du groupe D au Stade olympique de Rabat. Le but du Bénin a été inscrit par Johan Roch à la 28e. Les Zèbres n'ont pas pu égaliser en battant la sélection du Botswana par 1-0. Le Bénin a signé sa première victoire en phase de poule d'une CAN en 5 participations. Et en battant la sélection botswanaise, le Bénin a signé sa première victoire en phase de poule d'une CAN en 5 participations. Un fait d'autant plus impressionnant que le Bénin avait déjà franchi le cap du premier tour pour atteindre les quarts de finale en 2019. Et voilà, c'était l'essentiel des rencontres d'hier pour cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, on va rentrer un peu plus dans ces rencontres avec le débrief. Hier, au grand stade de Tanger, le Sénégal et la République démocratique du Congo ont fait un spectacle vraiment très impressionnant pour le foot. Ça reste quand même un match nul. Les deux équipes se sont neutralisées, mais ça reste quand même une rencontre qui on peut le dire, a été un peu difficile pour les deux équipes. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Effectivement, c'est une rencontre qui a été frustrante, je trouve, de part et d'autre, parce que les deux équipes auraient pu gagner. Les deux équipes auraient vraiment pu gagner. C'était un match qui, je trouve, était quand même assez plaisant à regarder.
mais qui effectivement aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. En première période, le Sénégal a totalement dominé, il faut se dire la vérité. Et le temps fort en fait, de la RDC réside vraiment dans les 20 premières minutes de la seconde période. Et bon, moi qui suis congolais, je trouve que c'est effectivement le score. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu sur une erreur défensive. On rappelle, il y a eu un but refusé à la première période aussi pour la RDC. Effectivement. Vous n'avez pas perdu, hein? Tu vois, à l'entendre, Absolument. C'est révélateur. C'est révélateur. C'est un lapsus révélateur parce qu'effectivement, j'ai cru vraiment qu'on pouvait tenir cette victoire. On aurait pu aussi mettre un deuxième but par Théo Bongonda. Mais voilà, le Sénégal a égalisé. C'est pas non plus un vol. Voilà, on va pas se mentir. On a terminé la première période avec aucun tir. Donc, bon, au final, je prends parce que pour le Congo, en tout cas, c'est une performance. C'est une performance d'accrocher qui est peut-être la meilleure équipe d'Afrique. C'est un premier test pour les deux sélections. On le rappelle, le premier match pour les deux était un peu facile. La RDC a battu le Bénin 1-0. Le Sénégal a battu le Botswana par 3-0. On a vu le Sénégal, comme vous l'avez dit Louis, dominant en première période. Comment le Congo a réussi à trouver ses ingrédients pour revenir dans une rencontre où il semblait quasiment inoffensif? Bon, déjà, je pense que à la pause, le sélectionneur de Sabre, il a dû remotiver tout ça, rebooster tout ça sur le plan mental, et je trouve qu'il leur a redonné cette force. Ils sont venus avec d'autres idées, l'idée de piquer un adversaire qui n'arrivait pas à leur marquer de but. Voilà, le Sénégal avait beau dominer, comme tu le dis, il n'arrivait pas à trouver la faille. Et donc, il leur a dit, vous voyez, la 45 premières minutes, plus le temps additionnel, c'était bien que vous avez fait. Maintenant, à vous de montrer des muscles. Jouez, lâchez-vous. Ce que vous avez déjà fait. Et De Sabre l'avait dit la veille en conférence, il avait dit on est la seule équipe à avoir marqué 3 buts en éliminatoire de la Coupe du Monde au Sénégal. On est encore capable de le faire. Donc il faut juste rebooster le moral parce que le talent, en vérité, il est là. Il existe et on l'a vu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Sénégal qui a été plutôt déficient en termes un peu offensivement, qui n'ont pas été vraiment très concluants, ou est-ce que c'est plutôt les Congolais qui ont vraiment montré un autre visage, plus solide défensivement? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que, voilà, comme l'avait mentionné Franck, Sébastien De Sabre avait insisté sur le fait de jouer sans complexe face au Sénégal, malgré le fait que ce soit individuellement, du moins, la meilleure équipe d'Afrique. Et je pense que ça a été le cas. Je pense vraiment que ça a été le cas. Les Congolais ont joué avec leurs armes. Maintenant, le Sénégal a quand même beaucoup raté. Donc c'est là qu'on peut parler d'efficience. Je m'en souviens du raté face au but de Nicolas Jackson. Ouais. Et qui a d'ailleurs été complètement muselé par Axel Touanzébé pendant la rencontre. Il n'a pas vraiment existé. Donc, de ce côté-là, on peut parler de déficience du Sénégal quand on regarde les occasions qui sont ratées. Mais de l'autre côté congolais, effectivement, il y a eu cette réussite, comme a dit Franck, le Congo a réussi à marquer en premier. Et effectivement, tenir en échec le Sénégal, c'est pas rien. Et ça donne encore de la confiance à cette équipe qui progresse énormément pour la suivre depuis des années. Depuis que Sébastien De Sabre a pris les rênes de l'équipe. Et ça a dû faire bizarre un peu pour le Congo, parce que le dernier match, on le rappelle, la défaite 3-2 en qualification pour la Coupe du Monde, remontada sénégalaise du côté du Stade des Martyrs, a dû rester dans la tête des joueurs congolais. Donc ils sont venus avec cet esprit de revanche. Et d'un autre côté, le Sénégal avait quasiment le stade acquis à sa cause. On l'a entendu même sur l'égalisation et même tout au long de la rencontre, il y a eu des chants sénégalais qui ont été lancés en faveur du Sénégal. Comment le Congo, après avoir déjà joué ce match-là avec un public acquis à sa cause et là, un public qui était face à lui, comment il a réussi à réagir, surtout en seconde période, quand on se dit le Sénégal nous a dominé, le stade est contre nous. Sur quels aspects mentaux on peut revenir dans ce genre de match ? Je pense que les leçons ont été tirées, effectivement, du match qui était particulièrement frustrant au Sénégal, comme vous l'avez mentionné, au Congo, cette remontada. Je pense que ce que le Congo a eu lors de ce match qu'on n'avait pas à Kinshasa, c'est que la charnière Axel Touanzébé-Chancel Mbemba était là. Et ils n'ont jamais perdu ensemble. Axel Touanzébé a joué 9 matchs en sélection, il n'a jamais connu la défaite. Ils ont une vraie complémentarité, évidemment ça ne fait pas tout. Mais déjà, Sébastien De Sabre, c'est un coach pragmatique qui compte sur l'assise défensive. Et à la relance, c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup mieux. Et je pense que ça a été efficace contre le Sénégal. Et puis mentalement, je pense que, vous l'avez dit, il y a cet esprit de revanche, même si les joueurs n'aiment pas trop le mentionner. Bien sûr. Mais je pense que ça a joué aussi, effectivement. C'est vrai qu'on a vu une équipe congolaise hier bien organisée, on peut le dire. Ils étaient très rassurants, ils ne perdaient pas beaucoup de ballons. Enfin, ils étaient un peu
Pour vous, Franck Simon, quel a été le point positif hier de cette équipe congolaise? Est-ce qu'on peut la voir progresser davantage durant cette CAN? Déjà, je voudrais rappeler un élément qu'on n'a pas encore mentionné ici. C'est une équipe qui était en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc ils ont été bien plus loin que le Sénégal. Donc je pense que quand on entend ce que disait le capitaine du Sénégal avant le match et son sélectionneur, ils ont dit attention, on les respecte infiniment, on les a battus à Kinshasa, mais ça n'a rien à voir, on est sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Sénégal avait aussi beaucoup à perdre dans ce match. Il fallait qu'ils se méfient. Avec ce résultat qui est très positif pour la République démocratique du Congo, en fait, c'est tout un système qui a été reprogrammé côté congolais. Ils avaient perdu le dernier match, mais là, ça y est, c'est terminé, c'est oublié tout ça. Je veux dire, avec 4 points, tu es déjà qualifié. T'es déjà qualifié. Maintenant, dans quel ordre, ça reste à voir lors de la 3e journée du côté de Rabat. Donc franchement, moi je trouve que pour la République démocratique du Congo, ils ont fait le boulot et ils l'ont bien fait. Et ils auraient peut-être, effectivement, comme tu le disais, même faire un petit hold-up, pourquoi pas. Et le Sénégal a été, effectivement, pour reprendre vos mots à tous les deux, déficient. Effectivement, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas su les mettre. Ils ont été maladroits, puis aussi, ils ont été bien muselés par cette charnière. Et moi, je me suis régalé avec cette équipe congolaise totalement décomplexée. Ils jouent au ballon et ils jouent très bien. Voilà. Donc ça nous donne envie de les voir aller encore bien loin dans ce tournoi marocain. Et justement, vous parlez d'une charnière congolaise très solide. De l'autre côté, on a, semblait voir une défense sénégalaise un peu plus friable. Notamment, autant la défense centrale, elle a essayé de garder cette assise-là, mais on voyait des joueurs qui essayaient de revenir et on sentait que le bloc, au total, vraiment le bloc sénégalais, avait un peu plus de difficultés face à une équipe congolaise qu'il avait dit jouer sans complexe. Je dis un mot, puis je te laisse après. Bien sûr, je t'entends. Tu es d'accord avec moi que l'un des plans du Congo, ça a été de plonger dans le dos des latéraux. Parce qu'en fait, de Sabre, c'est très bien que Ismaël Jacobs à gauche et Crépin Diatta à droite, ils avalent les espaces. Ils sont toujours devant à aider les excentrés. Et c'est beaucoup plus des pistons que des latéraux au final, même en club. Je parle en club. Pour Crépin, c'est une certitude. Oui, c'est ça. Pour Jacobs, c'est un vrai latéral. Mais je veux dire, ils ont su en profiter et plonger dans le dos comme ça. Et on a vu notamment Aaron Wan-Bissaka, couloir droit, il s'est régalé, quoi. Arthur Massakou, malheureusement, le pauvre, ça a été un peu plus compliqué, même s'il a du volume. Mais ils ont su appuyer là où ça faisait mal. Dans l'axe, pas tant que ça. C'est ça, pas. exactement. Mais dans les couloirs, eh bien, ils ont appuyé là où le Sénégal peut être friable. Le match d'avant, c'était contre le Botswana qui n'a pas été dangereux. À la limite, tu pouvais jouer avec 2 défenseurs contre le Botswana. Ouais, voilà. Et, je veux dire, quasiment, ça a été ça, puisque Gana Gueye revenait un peu dans l'axe. Et tu avais effectivement tes pistons qui étaient un cran devant. Mais là, contre la République démocratique du Congo, tu ne pouvais pas te permettre de leur laisser tant d'espace. Ils ont pris des risques, ça n'a pas fonctionné. Et derrière, ils se sont pris un but. Et surtout qu'on a vu des ailiers sénégalais faire beaucoup plus d'efforts défensifs. On a même vu Sadio Mané qui a dû provoquer 2 ou 3 coups francs en faveur de la République démocratique du Congo. Ce jeu-là de jouer sur les ailes, est-ce que c'était, j'imagine, préparé depuis un certain temps par Sébastien Desabre? Oui, très certainement. Pour rebondir sur ce que disait Franck, quand on regarde la composition du match face au Bénin et celle face au Sénégal, c'est pas la même. C'est-à-dire que pour ce match-là, il a décidé de se passer au coup d'envoi de Nathaniel Mboukou, qui avait été très bon face au Bénin, pour mettre Elia Meshak, parce que c'est un joueur de profondeur, c'est un ailier de percussion, et qui va très vite. Et il a fait mal. Et il a fait mal parce qu'il avait anticipé justement le fait que Crépin Diatta, qui est pas un latéral de formation, qui joue très bien, qui s'est très bien repositionné, pouvait laisser des espaces dans son dos. Et on a vu Elia Meshak qui tentait, qui partait tout le temps en profondeur, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, il a beaucoup tenté. Pareil à droite avec Théo Bongonda, qui a beaucoup repiqué dans l'axe, qui jouait faux pied, et qui a provoqué beaucoup de fautes, dont celle de Sadio Mané notamment. Donc effectivement, je pense que le plan de Sébastien Desabre était clairement de jouer justement sur les couloirs. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe sénégalaise, ou plutôt le milieu, a-t-il manqué de verticalité, ou est-ce que c'est plutôt les Congolais qui ont présenté une ligne défensive plutôt solide, Franck? Ils ont été solides. Même s'ils ont pris quelques bouillons en première période, ils ont eu des difficultés. Mais j'ai beaucoup aimé, en fait, parce qu'on parlait de l'entrejeu de ce milieu de terrain congolais, moi j'ai beaucoup aimé. Alors Moukao, peut-être pas le plus beau match de sa carrière en sélection, mais Sadiki, par exemple, a été exemplaire. Je pense que c'est un des grands messieurs du match d'hier, par exemple. Moutoussamy, de toute façon, comme on dit en anglais, week in, week out, on sait qu'il va faire le taf. Voilà, on est rarement déçus. Et du coup, les Sénégalais, eux, ils avaient les 2 gays. Ils avaient Papa Lassane et Ghana. Autant ils se sont baladés au premier match contre le Botswana, autant là, il y avait du répondant.
Et ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, dans tous les secteurs, on s'aperçoit. La RDC, super charnière centrale, des pistons de qualité, notamment à droite avec Wan-Bissaka, un milieu de terrain travailleur, mais qui sait aussi donner les ballons dans les couloirs à Théo Bongonda et de l'autre côté à Eyamechak. Et puis Bakambu qui n'arrête pas, qui vous embête, à gauche, à droite, partout. En fait, tous les secteurs, ils étaient performants, quoi. Ils n'ont mis qu'un but, mais ils ont sorti, je trouve, une très belle perf sur le plan collectif. Pour moi, c'est un des plus beaux matchs du tournoi, tout simplement. C'était un match très disputé. On va se concentrer sur certains joueurs pour en parler, nous donner l'homme du match de ces rencontres. On passe directement je vais y arriver, au conseil. Le conseil de Cannes+ sur ce match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Vous l'avez vu, ces petites ardoises devant vous, c'est pas juste pour faire beau, c'est pour nous donner votre homme du match. On va faire des dessins. Vous pouvez dessiner. Si vous arrivez à dessiner le joueur et qu'on réussit à le reconnaître, alors là, grand chapeau. J'ai pas ce talent. Ah bah malheureusement, moi non plus. On va se contenter de l'écrire, malheureusement. Mais je vais vous demander tout simplement de me donner votre homme du match de ce match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. On a cité beaucoup de noms depuis le début de ce débrief, mais est-ce qu'il y a un joueur, vous, que vous aimeriez évoquer, que vous aimeriez, moi j'ai un petit nom en tête, je vais le noter tout simplement, même si c'est vrai que c'est compliqué de sortir un joueur de ce genre de match. Ouais, je vais le montrer en premier. Il a déjà été évoqué. C'est bon, vous pouvez me montrer vos ardoises. Vous en parliez depuis tout à l'heure, vous faisiez la propagande de Wan-Bissaka, c'est l'occasion de le montrer. On va commencer avec Franck Wan-Bissaka, le latéral plongeur de cette équipe congolaise. Pardon. Je me suis régalé tout simplement avec ce joueur dont on connaît le rendement en club déjà. Hein. Mais voilà, quoi, c'est plus qu'un latéral. C'est pas tout à fait un ailier, c'est un peu des deux. C'est un joueur hybride, c'est un joueur moderne, c'est un joueur rapide, c'est un joueur qui, me semble-t-il, avait marqué. Son but a été refusé en tout début de rencontre pour un hors-jeu de position. Mais voilà, il a battu un travail colossal. Il a bien embêté aussi dans son couloir son adversaire direct, il a fait son travail. Et puis il a participé, il a souvent été là pour apporter aussi le petit plus, le surnombre sur le plan offensif. Donc moi, il m'a beaucoup plu. J'aurais pu mettre Sadiki par exemple, mais voilà, pour moi, il a pas stratosphérique, mais tellement bon, quoi. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être pas avoir marqué, mais bon, ça sera peut-être pour le prochain match. Et en plus, c'est un joueur qui vient un peu de cette nouvelle vague d'internationaux congolais, qui est arrivé avec cette politique de binationaux initiée par la fédération congolaise. On a parlé de Sadiki, Touanzebe, sont des joueurs qui ne sont pas habitués pour le moment encore au football africain vraiment. Ils n'ont joué que des matchs de qualification. On a joué un match de Coupe d'Afrique des Nations, c'est plus compliqué. Mais il y a aussi cet aspect-là qu'ils jouent sur des pelouses qui sont quand même très bonnes, un peu un climat européen. Donc là aussi, peut-être on retrouve un peu leur niveau qu'ils ont en Europe. Et c'est ça qui fait peut-être qu'ils performent aussi dans ce genre de compétition. Certainement. Après, quand vous êtes dans un groupe, même si vous avez grandi dans un pays qui n'est pas nécessairement celui de vos parents, aussi, parce que c'est le cas pour lui, vous apprenez la langue. Vous allez apprendre des mots en lingala, en kiswahili, vous allez apprendre les chansons, vous allez vous familiariser avec les cadres. Il a vu jouer l'équipe nationale depuis très longtemps, il avait envie d'être là. À partir de là, il s'est fondu dans un collectif, il a été adopté comme un petit frère, un grand même, parce que c'est quand même... un joli gaillard. Ah ouais, c'est un sacré gaillard. C'est ça. Et après, vous savez, quand vous avez envie de jouer, vous avez fait plus de la moitié du travail. Il a envie d'être là, il est présent, il le montre. Effectivement, il a joué sur de bonnes pelouses, quoique pendant les barrages, ça glissait pas mal. Hein. Ouais, pendant que le stade des Bali. A commencé par la pelouse à domicile. Et aussi à domicile, oui. Mais je veux dire, c'est pas ça le plus important, parce que c'était des matchs africains. Donc il a fait ce choix, et qui est plus que respectable, que moi j'admire énormément. Et il a la motivation pour continuer, pour devenir forcément un cadre très très vite de cette formation.
Autre joueur congolais, cette fois mentionné par Noura, c'est Cédric Bakambu, Oui. le seul buteur côté congolais. Oui, absolument. Pour moi, il a été buteur. Je trouve aussi qu'il a un rôle de leader un peu. C'est surtout son soutien psychologique qu'il apporte à tous les autres joueurs. Il a aussi fait de nombreux appels. Il a un peu dérangé cette défense sénégalaise. Moi, je trouve que vraiment, c'est plutôt son rôle et il a été décisif au moment où il fallait l'être. Donc, pour moi, ça reste Bakambu. Oui. Et Bongonda, on a donné le même choix. Vous êtes lui et moi. d'accord, hein. Mais c'était pas facile. On est un peu connectés de ce côté. ça, c'est Il ça. a fait un très bon match, ah oui. Mais c'était pas facile. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde a mis des joueurs congolais. C'est vrai. Alors que Déjà, ça, Sadio c'est- Mané a été alors élu que- homme du match par la Tout à Confédération fait. Et africaine. ce qui est pas injustifiable, non plus. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à choisir personnellement parce qu'effectivement, j'aurais pu choisir Aaron Wan-Bissaka, dont j'ai beaucoup aimé la prestation. J'ai beaucoup hésité aussi entre Axel Tuanzebe et Théo Bongonda. Axel Tuanzebe, c'est un défenseur, donc forcément, il n'a pas eu de statistiques. C'est toujours moins flamboyant un défenseur qu'un attaquant, mais je trouve qu'il a Sauf si c'est totalement- Mbemba. Sauf si c'est Parce que lui, il marque en c'est plus. Et vrai. justement, et comme il joue Défenseur aux côtés buteur. de Chancel Mbemba, il peut avoir un peu ce rôle de l'ombre, mais il a fait un match incroyable. Il a fait un match incroyable. Il me semble qu'il a gagné quasiment tous ses duels aériens, ses duels au sol. Il a totalement muselé Nicolas Jackson. Moi, ça fait un bon moment que Axel Tuanzebe, depuis sa formation à Manchester United, que j'avais envie qu'il vienne jouer pour les RDC. Parce que connaissant son profil, il pouvait vraiment beaucoup apporter. Il est rapide, il est très fort dans les 1 contre 1, il sait relancer proprement Il balle au peut pied, même jouer à prendre des plusieurs postes et c'est ça Bien qui est sûr. intéressant avec lui aussi. Bien sûr, et je pense très sincèrement, aujourd'hui il est à Burnley, mais je pense sincèrement que s'il n'avait pas eu ces problèmes de blessure, il aurait pu rester à Manchester United et s'y imposer. Mais sinon, donc pour revenir sur Théo Bongonda, parce que ça a été mon choix, je trouve qu'il fait un excellent début de CAN. Ouais. Excellent début de CAN, il tente énormément, il provoque énormément, des fois il réussit, des fois il rate, mais c'est aussi un peu son rôle. Mais en tout cas, il a fait déjà un très gros match face au Bénin, il avait marqué. Et là, vraiment, il est à l'origine du but donc de Cédric Bakambu, et puis il a été un vrai poison. Il pour aurait la pu France. marquer aussi en fin de Ouais, bien match. sûr. Ouais, sur la frappe qui passe. Mais il adore la CAN. Déjà en Côte d'Ivoire, moi j'ai eu la chance de commenter les matchs de la République démocratique du Congo à San Pedro. Et je veux dire, à chaque fois qu'il était aligné, il était redoutable. Ouais. Je l'appelle Petit Théo, quoi, parce qu'il est vraiment, c'est un petit gabarit. Mais qu'est-ce qu'il bouge, il Mais déménage. dès qu'il a le ballon au Congolais pied, il est l'appellent très Théo rassurant. Messi. hein. Oui, mais vraiment c'est ça, quoi. Il est très rassurant avec le ballon au pied. hein. Il est doué, puis Il est vraiment bon, hein. il n'est pas gêné par sa taille, hein. Bien au Ah, contraire, il sait absolument. en jouer. Et franchement, c'est un des grands atouts de cette équipe, quoi. Et puis il arrive d'un championnat, la Russie. Oui, Sébastien Moscou. Desabre, Ah tu oui. l'as entendu, il a dit, il est arrivé quand même en stage une semaine avant les autres. Ah, Bien Pour sûr. se préparer, remettre. ah, bien Ouais, sûr. ça c'est un signe. Vous voyez, on disait des joueurs qui arrivaient à la dernière minute. Lui, c'était pas le cas, il était en Russie. Bon, et il C'est un est peu venu- plus facile. c'est un peu- ouais, C'est mais pas les du mêmes coup, conditions. je trouve que voilà, je te Tout à fait rejoins d'accord. totalement, quoi. Il est. Et vous, Anas, pour Moi, attention, moi je pour rejoins ajouter, Lee dans son Est-ce que analyse. vous- On a tous été au stade, c'est Absolument. notre point commun du jour. On a tous été au stade et c'est vrai que Théo Bongonda, moi je l'ai trouvé impressionnant, balle au pied, c'est-à-dire que dès qu'il avait le ballon, on sentait qu'il y avait du danger qui pouvait être apporté dans la défense sénégalaise. C'est même lui qui a provoqué, je crois, 2 fautes de Sadio Mané. Eh bien, c'est quand même sur Théo Bongonda. On va vous récupérer la clé tout à l'heure, ou sinon je découpe la mienne. Il n'y a pas de souci, on peut la faire moitié-moitié. Partagez. Mais voilà, c'est vrai que ce match-là, Théo Bongonda, c'est pas le joueur peut-être qu'on retient dans la feuille de match. Il y a 2 buteurs, il y a Bakambu, il y a Sadio Mané. Mais voilà, quand on regarde le match, on sent que, eh bien, s'il y avait du danger qui pouvait arriver, ça pouvait arriver du côté de Théo Bongonda. Et en plus, à côté de lui, il y avait Aaron Wan-Bissaka. Donc ça montre à quel point le côté droit congolais était plus que dangereux. Et ça a fait beaucoup de mal à Ismaël Jacobs et Sadio Mané sur ce couloir Mais gauche. du coup, ça veut dire qu'il faudra faire attention. Les adversaires sont prévenus. Ah oui, Les prochains adversaires. absolument. Voilà, donc on va laisser de côté le Botswana parce que je pense qu'ils vont, comme on dit, ils vont manger. hein. Ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher, ça, c'est sûr, clairement. Mais pour la suite du tournoi, Ah oui. c'est identifier ce couloir droit. Donc il va falloir un peu se réinventer, avoir d'autres plans. Mais je pense qu'ils les ont. Il y a la profondeur de banc nécessaire pour ça. Oui, C'est ça oui. qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a plusieurs ailiers et Ouais. ça va être intéressant à voir. On va parler du deuxième gros match de la soirée d'hier. Là aussi, on vous demande l'homme du match. On va essayer de développer un peu cette rencontre. C'est ce choc entre le Nigeria et la Tunisie qui s'est joué au complexe sportif de Fès. Victoire du Nigeria 3-2 avec un avantage en plus de 3-0. Je vais vous demander là aussi votre homme du match en ce duel entre Aigle, entre Super Eagles et Aigle de Carthage. Noura, est-ce que vous avez regardé le match? J'imagine que oui, de toute façon. Parce que vous Bien l'avez regardé. évidemment, j'ai regardé et ça a été un match vraiment très palpitant vers les dernières minutes de jeu. Les 15 dernières minutes de jeu étaient incroyables. Alors, bon, je pense que là, il y a peut-être un joueur ou deux qui ressortent un là, peu c'est plus. plus simple. ouais, là, C'est c'est plus plus simple, Je absolument. pense qu'il y aura une Lokman remontée, et- je pense. ok. Alors Franck, pourquoi
Pourquoi Je vous ai mis les Lookman chiffres au-dessus. Hein. Ah, d'accord. 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Déjà. Il est sur les 3 buts, il a Ouais. marqué et il a fait 2 passes D. Donc Oui. c'est difficile de ne pas lui donner ce titre. En tout cas, nous, de lui attribuer ce titre de meilleur joueur de la partie. Quoi. Mais c'est surtout comment il arrive à être performant avec le Nigeria, parce qu'on sait qu'avec l'Atalanta Bergame, c'est un peu plus compliqué, notamment depuis son sacre au Ballon d'Or africain il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans exactement, avant qu'Achraf Hakimi le remporte. Depuis cette saison, en tout cas qui vient de s'écouler, sa saison est un peu plus compliquée. Comment on arrive à retrouver du rythme facilement dans cette sélection nigériane? On va peut-être pas s'attarder sur ce qu'il a fait en club et tous ses problèmes, notamment avec ses dirigeants. En revanche, on sait très bien qu'un joueur, quand il arrive dans sa sélection, il arrive dans la tanière ou la famille. Là, en l'occurrence, dans un nid, puisqu'on parle d'aigle. Lui, il est content, il retrouve la famille, quoi. Et il retrouve beaucoup de fraîcheur auprès de ses coéquipiers. Il est important, il s'entend comme larron en foire avec Osimhen. Et donc, forcément, tu es là, tu sais qu'on compte sur toi. Il n'y aura personne pour te reprocher quoi que ce soit. Tout ce que tu vas faire, ça sera bonifié et valorisé par les autres. Ça a été le cas, puisque il fait le centre, je crois, pour Osimhen. En fin de première corner, période. Voilà, Et le le corner corner pour ensuite, Didi, pour le Capi. Et derrière, il marque le but. Il est encore décisif, 2 buts. Et quelle aisance technique aussi pour marquer ce troisième but. Tu perds pas ça. Alors, il Le faut- calme. Voilà, tu perds pas. Après, tu peux avoir peut-être des soucis perturbés par ce qui peut se passer en club. Mais ça fait quand même quelques temps qu'il est avec l'équipe nationale. Et il est bien, il se sent bien. Et je pense qu'Eric Schell fait en sorte qu'il se sente bien. Et ça se voit sur le terrain. Voilà, il n'avait rien perdu. C'est juste que c'était dans une poche. Il a ressorti au bon moment. Ce qui est impressionnant dans ce match aussi, c'est que ça a été vraiment un combat dans les airs entre Super Eagles et Aigle de Carthage. 3 sur les 5 buts qui ont été inscrits de la tête quand même. Hein. Les 2 premiers Nigérians ont été inscrits de la tête. Moi, la vérité, j'ai mis... si vous voulez ajouter à ce qu'a dit Franck. Bien hein. sûr, mais je trouve qu'en fait, c'est ce qui fait la beauté de la CAN. C'est-à-dire que Lookman, clairement, en club, il y a eu une cassure depuis son Ballon d'Or, avant même son Ballon d'Or africain, les commentaires de Gasperini à son égard. Absolument. Il y a eu une vraie cassure avec Atalanta et je ne pense pas qu'il s'en remettra. Je pense qu'effectivement, il serait bien inspiré de changer de club. Mais ce qui fait la beauté justement de la CAN, c'est qu'ensuite, on passe dans un tout autre contexte. Là, tu représentes ton pays. Donc c'est un contexte totalement différent du football européen, le statut n'est pas le même. Et au Nigeria, évidemment, il est très... C'est un bain de fraîcheur, la sélection, C'est ça. pour tous les joueurs. On le voit Donc, aussi pour non seulement- Mohamed Salah Bien sûr, actuellement. bien sûr, Il vous avez est très raison. content, il est délivré, on le sent, il est content. Et de aussi, pour revenir, Théo Bongonda, qui est aussi un peu en délicatesse en club. Donc c'est vraiment... on change totalement de statut. C'est une bulle. Voilà. La CAN, c'est une bulle pour eux. C'est une occasion un peu de recommencer à zéro, entre guillemets. Et mentalement, je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Donc on a vu son match hier. J'aurais pu aussi... Bon, hier peut-être un peu moins, mais moi j'aime beaucoup le rôle que Alexis Iwobi joue au Nigeria. On en parle un peu moins, Ah oui. parce qu'on parle beaucoup d'Osimhen, donc de Lookman aussi. Mais c'est vraiment la force créatrice de cette équipe. Déjà Comme son tonton Jeje Okocha. C'est ça, il a été- Déjà 2 passes décisives lors du premier Ouais. match en plus contre la Tanzanie Exactement. pour Alexis Iwobi. Ouais, non, c'est un pur Exactement. joueur. C'est un pur joueur. Après, bon, moi qui suis un vieux de la vieille, évidemment, tu n'arrives pas à la cheville de JJ, JJ Okocha. ouais, c'est compliqué. Mais bon, général. il a de qui tenir en fait. Il a de qui tenir puisque c'est son tonton de côté de la maman. Et il a quand même, il a de belles qualités quoi. Et puis il a opté pour le Nigeria très tôt aussi. Oui, ça, c'est ça vrai. mentionne. Alors qu'il aurait pu jouer pour l'Angleterre. Osimhen pour Noah. Oui, moi, pour cette rencontre, je l'ai trouvé beaucoup plus efficace que lors de son premier match. Je sais que c'est un joueur qui ne fait pas l'unanimité, qui dérange un peu, mais c'est un joueur qui fait une très bonne saison. Hein. Il est impliqué dans plus de 50 réalisations pour 50 matchs. Mais j'ai trouvé plus en forme. Par contre, il y a eu quelques occasions qu'il a ratées. Il n'a pas été décisif à toutes les occasions qu'il a eues. D'ailleurs, son masque, je pense qu'il lui a empêché de marquer un but à un moment, qu'il a raté de la but, mais devant la cage de but. Mais il reste quand même très présent. C'est quand même un leader qui a beaucoup dérangé cette défense tunisienne. Donc vraiment, j'attends beaucoup plus d'Osimhen, mais je pense qu'il est en train de petit à petit de revenir dans la compétition, ou plutôt de faire ses preuves. Bon, pour finir, rapidement, j'ai donné Lookman, mais j'aimerais peut-être un petit mot pour Accor Adams, parce que c'est un peu mon chouchou dans cette sélection. C'est un ancien joueur de Montpellier, équipe que je supporte en France. Donc, malgré son départ là aussi compliqué. Condoléances pour Jean-Louis Gasset, on en a parlé en plus hier, grand monsieur du MHSC. Mais c'est vrai qu'Accor Adams, là aussi, même dans un poste où il n'est pas vraiment très à l'aise, c'est le poste d'ailier droit, alors que c'est un numéro 9 à la base, eh bien, il a réussi quand même à trouver les espaces et jouer ce
rôle d'ailier un peu qui peut, j'avais l'impression de le comparer à Nordin Amrabat. C'est un peu un ailier droit, mais qui peut user de son physique pour déranger la défense adverse. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez lui. Et puis bon, en plus, buteur sur ce match. Mais tu peux regarder les 3 attaquants en 10 ans, ils peuvent permuter à tout moment. Exactement. Osimhen peut aller côté, Accor peut prendre l'axe, etc. Ils sont ces attaquants complets finalement. Ils se complètent très Il très a bien. vraiment le choix, il peut faire. Oui, Mais c'est un pari d'Eric Chell, Accor Adams. Parce que vu la richesse du Nigeria en termes d'attaquants, c'est un vrai pari. J'aurais Et pas pour pensé l'instant, qu'il le prendrait comme titulaire. Et tout de suite, on accueille une nouvelle personne sur ce plateau, Myriam Khamlichi. Bonjour Myriam. Bonjour Nora, bonjour Anas et à nos chers invités aussi. Ça va, très bien, très bien. Alors tu vas nous parler un peu plus des informations de cette journée. On va faire une petite synthèse info, effectivement, c'est tout de suite. Alors à la une, au Maroc, la vague de froid se poursuit jusqu'à lundi. Une nouvelle alerte météo fait état de fortes averses orageuses avec chute de neige, rafales de vent et un temps froid aujourd'hui et demain dans plusieurs provinces du royaume. Des précipitations comprises entre 40 et 70 mm toucheront les provinces de Larache, Al-Hoceima, Kenitra, Chefchaouen, Tétouan, Tanger et Ouazzane. Des chutes de neige au-delà de 1500 mètres d'altitude, variant entre 10 et 30 cm, sont également prévues dans les provinces d'Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al-Haouz, Taroudant, Chefchaouen, Al-Hoceima et Bni Mellal. Dans l'actualité internationale, Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump ce dimanche en Floride pour plaider la cause de l'Ukraine et tenter de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de 4 ans de guerre avec la Russie. Le chef d'État ukrainien espérait encore hier que la rencontre soit très constructive et s'est entretenu en amont de ce sujet avec ses alliés européens. Au Canada, Zelensky a obtenu une nouvelle aide économique de 1,5 milliard d'euros de son homologue Mark Carney. Sur le terrain, l'administration militaire ukrainienne a fait état d'une attaque russe massive aux lance-roquettes multiples dans la nuit sur la ville de Kherson, affirmant que certaines infrastructures et des zones résidentielles étaient en feu. Et puis en Guinée, les électeurs votent ce dimanche lors d'un scrutin présidentiel qui doit parachever le retour à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'État qui a porté au pouvoir Mamadi Doumbouya. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à voter dimanche entre 7h et 18h pour choisir entre 9 prétendants, dont le général Doumbouya. Les résultats provisoires sont attendus dans les 48 heures après le scrutin, selon la Direction générale des élections. Et puis enfin, les Centrafricains se rendent ce dimanche aux urnes pour élire leur président. Le scrutin comprend également les législatives, les régionales et les municipales. Le premier tour du scrutin présidentiel met aux prises 7 candidats, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra, qui brigue un 3e mandat. Plus de 6 000 bureaux de vote ont été mis en place sur l'ensemble du territoire afin de permettre à 2,4 millions d'électeurs inscrits d'exprimer leur choix dans de bonnes conditions. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel sont attendus le 5 janvier. Et on continue cette émission, toujours avec Myriam. Myriam, merci. Fin de cette synthèse info. Vous êtes venue en grande supportrice des Lions de l'Atlas avec cette veste rouge. Absolument, et je tiens à dire qu'on est derrière eux, que le peuple marocain est derrière eux, quel que soit leur parcours. On est fiers d'eux et on les encourage à aller de l'avant. Mais on l'espère, on le verra en tout cas dans ce match-là qui va arriver face à la Zambie et ça sera... On espère, demain. On espère. Je sais que les attentes sont grandes en tout cas. Merci Absolument. Myriam. Merci beaucoup Myriam. Merci. On continue cette émission, vous le dites Avec cette fois, le focus. Je ne vais pas me tromper cette fois.
Et alors, pour ce focus, nous l'avons vu, demain, NS et moi, on est revenu un peu, on a décrypté un peu, on va décrypter ensemble cette conférence d'avant-match de Walid Regragui qui revient sur son équipe, sur la performance qu'il pourrait offrir au peuple marocain qui attend avec vraiment impatience que ce Maroc puisse passer, se qualifier aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant ça, demain reste quand même un match très important face à la Zambie. Ça sera un match qui sera disputé au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Ça sera à 20h. Alors Franck, à votre avis, comment s'annonce cette rencontre entre le Maroc et la Zambie demain ? Palpitante. Si vous voulez avoir des conseils tactiques, il faut demander à mon jeune ami, parce qu'eux, ils ont battu la Zambie. Ouais. Eh oui, en Espagne, il n'y a pas longtemps. Donc, De Sabre, Sébastien De Sabre, le sélectionneur de la République On démocratique. l'appellera tout à l'heure avec... Voilà, Le Maroc Avec l'a battu Louis. il y a 2 ans quand même, faut pas oublier. Attends, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Les choses Il y a de changent. l'eau qui a, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Mais non, mais ça va être Entre-temps, palpitant. Et bon, l'attention, en vérité, elle est plus pour je dirais, le peuple marocain que pour les joueurs eux-mêmes. Hein. Enfin, ils sont dans leur bulle. Mais ça va être un match chaud, parce que après la dernière prestation, il y a quand même quelques interrogations au sujet du collectif des Lions d'Atlas. Et c'est justement, ce groupe est encore très ouvert, on le rappelle. Le Mali et le Maroc sont à 4 points, la Zambie à 2 points. Les Comores ont pris leur premier point lors de ce match nul face au Chipolo-Polo. On sent que le Maroc, normalement, devrait dominer cette rencontre. Mais pourquoi est-ce qu'on a de telles interrogations autour du jeu marocain, alors que pourtant, il y a 3 ans, eh bien, lorsque le Maroc se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde, il ne se qualifie pas non plus avec un jeu flamboyant. C'est-à-dire c'est un jeu défensif. Mais là, on demande au Maroc de jouer un jeu peut-être qu'il ne peut pas jouer, tout simplement. C'est possible, mais bon, effectivement, il y a 3 ans, il y avait ce côté évidemment surprise lors de la Coupe du Monde dont ont bénéficié les Marocains. Et ils ont su quand même avoir une vraie alchimie. À défaut d'être flamboyants, il y avait quand même, je trouve, beaucoup de... Voilà, individuellement, c'était fort, et il y avait cette alchimie-là entre les joueurs qui a beaucoup surpris. Maintenant, effectivement, je pense que sur le plan continental, le Maroc a plus de mal. Déjà, on l'a vu lors de la dernière CAN. Mais aussi... Rappelez pas de nos mauvais souvenirs, hein. Ça y est, allez, on y va. Mais effectivement, et puis les équipes savent à quoi s'attendre, ont beaucoup étudié, à mon avis, le jeu du Maroc. Il y a aussi la pression du favori, évidemment, dont peuvent souffrir les Marocains. Mais très sincèrement, le match contre la Zambie, je pense que le Maroc devrait gagner. Je pense que ça va être une rencontre très agréable à voir, mais je pense que le Maroc va quand même passer. Après, ça ne règle pas tous les questionnements, du moins. Un résultat, derrière, c'est voilà. ça, c'est la fin qui justifie les moyens. Exactement. Alors justement, on va le voir avec Walid Regragui, un des journalistes lui a demandé s'il était l'homme de la situation pour la suite de la compétition. Regardez sa réponse. Oui, je le pense toujours, sinon je ne serais pas assis ici. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Alors on va souffrir, ça c'est sûr. Le Maroc, ça reste du football, ça reste imprévu. Vous êtes sûr ? On sait sûr pas. que ça reste du football ? Oui, ça reste du football, c'est le plus beau sport au monde. Mais est-ce que vous pensez sincèrement, quelles sont les erreurs que Walid Regragui devrait éviter justement pour cette rencontre face à la Zambie, comparé avec ce match face au Mali ? C'est sûr qu'il devra adapter son jeu à une équipe zambienne qui est vraiment motivée à battre ces Marocains. Mais quelles sont les erreurs à éviter justement, Franck ? C'est pas à lui il faut s'adresser. D'abord dire que je comprends pas qu'aujourd'hui on en soit à poser cette question-là. Je suis assez choqué que la question ait été posée si tôt dans un tournoi, quoi. Enfin, je veux dire, le Maroc, on va pas se raconter d'histoire. Le Maroc est qualifié pour la suite du tournoi. 4 points, ça y est, quoi. Tu passes à 3 points. Alors avec 4, tu es déjà. Après, dans quel ordre, on ne sait pas. Donc je suis choqué qu'on puisse s'interroger sur Walid. Peut-être, effectivement, si le Maroc ne venait pas à remporter la compétition, on sait. Il le sait plus que nous, que ces jours sont comptés. Oui. Point barre. Mais les erreurs, ce sont à ces joueurs de ne pas les commettre. Quand tu es devant le but, essaye de cadrer.
Mais il y a aussi une question peut-être de coaching aussi. Par exemple, le match contre le Mali, on peut se poser la question sur le coaching de Walid Regragui. J'ai l'impression qu'il a fait rentrer des attaquants, voilà, juste pour essayer de marquer. Il a empilé des attaquants. Voilà, il a empilé des attaquants, mais empiler des individualités, ça ne veut pas dire forcément créer une animation offensive intéressante. Déjà, satisfaisons-nous du fait qu'il a fait entrer plutôt des attaquants que des Oui, défenseurs. plutôt des défenseurs. C'était mieux. Voilà, il cherchait la gagne. On est d'accord ou pas déjà. D'accord. Donc s'il avait fait entrer des joueurs à vocation défensive, vous me diriez là, ah mais t'as vu Franck, il nous fait rentrer des défenseurs. Comment on peut gagner avec ça Voilà. Donc il faut un peu raison garder. C'est un tournoi. Un tournoi, c'est long, c'est un marathon. Tu peux te permettre un accro. Et un accro contre le Mali, en vérité, c'est pas très grave. Ça aurait été un accro. Ça aurait été un accro contre les Comores. Alors là, qu'est-ce qu'on aurait raconté Voilà, le peuple serait dans la rue en train de demander la tête de Walid. C'est pas bien, c'est pas respectueux. Il y a encore ce match. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à San Pedro, la J3, la 3e journée donc en Côte d'Ivoire, où ils avaient gagné de justesse. Face à la Zambie. Face à la Zambie. Face à la Zambie. J'y étais, je l'ai commenté ce match. Croyez-moi que je m'en souviens. Je sais bien que ça avait pu apporter notamment aux Ivoiriens. Donc voilà. Franchement, il y a 2 tournois, vous le savez bien. Oui, il y a le premier tour. Phase finale. Et Noël, la première à le dire en plus. Ouais, Voilà. Donc il faut arrêter. Mais oui, c'est pas lui qui va mettre les ballons au fond. Il faut aussi que tes attaquants. Voilà, donc il y a ce discours-là, effectivement, c'est pas qu'un discours tactique, c'est aussi un discours de motivation. Et puis c'est un travail avec l'encadrement technique. Il ne peut pas s'occuper non plus de tous les aspects, Walid. Voilà. Bien sûr. Je suis le premier à le défendre. Mais bon, je ne suis pas objectif, c'est mon ami depuis 25 ans. Donc, Ah ben voilà, c'est pour ça, monsieur. On arrête le débat. Non, mais le débat, il est normal et naturel. Mais vous ne me ferez pas dire du mal de Walid. J'ai travaillé avec lui quand il a pris la sélection. Je sais comment il est. Et franchement, il faut le soutenir. Absolument. Après, tu fais le bilan. Si ça s'arrête, à ce moment-là, on fait le bilan. C'est sûr qu'on ne peut rien dire à Walid Regragui. C'est l'homme qui a mené cette équipe marocaine jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne l'a fait auparavant. À la Coupe du Monde en 2022, ça reste le seul homme à avoir réalisé ça au Maroc. Donc c'est un homme. Mais pas seulement. En Afrique et dans le monde arabe. Dans le monde Dans le monde arabe, oui. On sait à quel point c'était voyez, une épopée marocaine qu'on a tous. On est tous revenus dessus. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Mais est-ce que justement, Walid Regragui, pour éviter un peu cette erreur qu'il a commise, peut-être, oui, est-ce que vous ne trouvez pas, Louis, justement, que cette composition est un peu redondante? On la revoit souvent, ce mécanisme avec Sofiane Mrabeut, un peu. Mais je trouve qu'en fait, on pourrait présenter un meilleur visage, peut-être. Qu'en pensez-vous, Louis? Vous savez, ça me fait penser à la première conversation que j'ai eue en arrivant au Maroc. C'était avec les personnes qui travaillaient à l'aéroport. Et ils m'ont dit, nous, au Maroc, même si on perd, je préfère même qu'on perde, mais qu'on produise du beau jeu. Donc c'est la mentalité espagnole. C'est ça, donc ça en dit long sur le niveau d'exigence. C'est ça, voilà, ça en dit long sur le niveau d'exigence des supporters marocains. Mais là où je rejoins un peu Franck, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que le Maroc, juste avant le match face au Mali, est resté sur une série, sur un record mondial. Absolument. 19 victoires consécutives. 19 victoires consécutives. Je veux dire, on a l'impression que c'est une statistique comme ça. Balayé, en fait. Voilà. C'est fou, Donc, quoi. après, il y a aussi cette pression, je pense, qui vient parce qu'on voit ce que les autres entraîneurs marocains font avec les équipes d'âge. On pense notamment à Tarek Sektiwi qui a gagné la Coupe arabe. Wabi. On pense à Mohamed Wabi qui a gagné Nabil la Coupe Baha du qui a Monde gagné du la Vin. CAN U17. Nabil Baha avec la CAN U17. Donc, c'est bien pour le Maroc de voir qu'il y a ce vivier de sélectionneurs locaux qui sont en train vraiment de monter. Mais il ne faut quand même pas oublier le travail que Walid Regragui fait. Et pour revenir sur votre question, je pense que redondant, je pense qu'il a ses cadres. Je pense qu'il a ses cadres. Amrabat en fait partie. Romain Seyss en faisait partie en faisait également. partie mais- avant sa blessure. Ounahi Aussi, en oui. fait partie. Voilà. Donc c'est normal, je pense qu'il s'appuie sur cette ossature-là qui était déjà là il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, le Maroc a quand même des problèmes de riches en termes de vivier. Ah, voilà. Voilà. Franck, vous voulez rajouter un mot Ouais, avant pour être complet, j'avais envie de vous l'écrire, mais finalement, comme vous me donnez la parole, je vais le dire. Le football, c'est pas du patinage artistique. Il n'y a pas de note technique, vous voyez. Donc, c'est aussi votre rôle en tant que média, en tant que journaliste, de le répéter. Tu peux avancer, aller au bout du tournoi sans bien jouer au foot. La France, elle était championne du monde La en Côte d'Ivoire. 98 sans bien jouer. La Côte d'Ivoire n'a pas 2020. excellé et ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Même en 2018, la France, Voilà, au absolument. niveau Donc, du jeu, c'était servez-vous pas de ces flamboyant. Même l'Argentine encore. Vous avez Portugal, Euro 2016. Voilà, Ouais, non mais il y a pas aller tellement loin. d'exemples. t'as le cœur qui bat pour ton équipe nationale et c'est bien naturel. Maintenant, il y a le cœur et il y a la raison. Si vous allez au bout avec la victoire, qu'est-ce que vous cherchez à l'arrivée? Vous voulez que l'équipe nationale prenne le trophée. C'est bien ça. La dernière fois, vous n'étiez pas né et moi, j'étais tout jeune quand ils l'ont gagné en Éthiopie, en 76. D'accord. Donc voilà, donnez-leur, laissez-leur le temps de s'exprimer. Et aussi, on a notre rôle, nous, en tant que médias, de rappeler certaines choses. C'est pas du patinage artistique. Le Maroc a joué pendant plusieurs années des matchs amicaux. Ils ont tout joué à la maison.
Et ils ont mis aussi des fessées à certaines équipes. Absolument. Aujourd'hui, c'est un tournoi, une phase finale. C'est pas la même chose. Et On a un en plus rôle. de ça, il y a un joueur qui manque. Et il faut le rappeler aussi, parce que c'est pas n'importe qui. J'attends. Achraf Hakimi, il faut en parler pour aussi. l'instant, bien Voilà. sûr. Ah ouais, c'est bien de vrai le rappeler. qu'on le rappelle, il n'est toujours pas là. En tout cas, Il est là, mais pas sur le terrain. Regragui a annoncé une petite bonne nouvelle en conférence de presse tout à l'heure. Il était d'ailleurs en compagnie du capitaine de la sélection. Je vous laisse écouter leur réaction tout à l'heure face aux journalistes. Ils sont bien. Et, comme je dis depuis longtemps, avec le coach et le staff médical, on a fait un programme. Et le coach m'a géré très bien. Et aussi, je ne me sentais pas 100% pour jouer les derniers matchs. Mais le coach, il sait que j'étais disponible pour aider à l'équipe, que c'est le plus important, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est le choix du coach. Comme on l'a dit, on a un grand effectif. Et si besoin de que je joue, je suis prêt comme ça. Et sinon, je vais aider à l'équipe comme j'ai déjà fait sur le banc. Que pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de reporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais reporter cette CAN. Ainsi que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça. On minimise peut-être le rôle d'Achraf. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi, en tout cas, je sens qu'avec Achraf, on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte. Ça, c'est certain. Et on passe à présent à la dernière rubrique de notre émission. Tout de suite, les pronos. Je vais vous demander à présent de reprendre vos ardoises. J'ai déjà, moi. Et merci Anas. Premier de la classe. Premier de la classe, meilleur élève. Je vais vous demander à chacun d'écrire vos pronostics pour la rencontre opposant l'Algérie au Burkina Faso. Algérie, Burkina Faso. Ouais, et en plus, c'est pas un match c'est un match qui est souvent commun en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, c'est la dernière édition. Je crois qu'ils se sont affrontés. Dernière édition, ils ont fini un but partout. Moi, je vais partir sur un 2-2. Allez. J'aime bien les matchs nuls à Algérie, Burkina 2-1. 2-1, 2-0. Je suis le seul qui est contre l'Algérie. C'est 2-1 pour l'Algérie, j'aurais dû préciser, mais c'est... Voilà, parfait. Sur la caméra juste là, exactement, Voilà. parfait. 2-1 pour Franck, 2-1 également pour Louis, 2-0 pour Nouha. Et moi, comme j'aime bien Match partir à nul. contre-courant, match nul. Je vais vous laisser d'abord dire pourquoi l'Algérie, selon vous, devrait remporter cette rencontre. Qui veut commencer? On lève la main. Allez-y Louis. Ah bah Louis, c'est Problème bas. Déjà, on part d'une des rivalités les plus intenses du continent sur ces dernières années. Je crois qu'Algérie-Burkina Faso, quand on regarde l'historique des confrontations, c'est 6 victoires pour l'Algérie, 7 matchs nuls et 6 victoires pour le Burkina Faso. Donc ils sont vraiment dos à dos, on se souvient de confrontations intenses. Donc c'est vraiment... Je pense que ça va jouer à très peu de choses. Moi, personnellement, j'ai mis l'Algérie. Je trouve que les deux équipes ont leurs atouts. Le Burkina Faso, a une ossature qui se connaît depuis très longtemps, avec des joueurs qui ont... Il y a beaucoup de joueurs à plus de 50, 60, 80 même sélections. Donc ils ont vraiment cette ossature-là, des joueurs très talentueux aussi qui arrivent. L'Algérie, moi, j'ai été vraiment... Je ne vais pas dire agréablement surpris, parce que c'est quand même une belle équipe. On le sait, on en parle moins aujourd'hui parce que la CAN est au Maroc et le Maroc est favori. Mais ils ont vraiment réussi leur entrée en lice. Donc moi, je vois une victoire algérienne, mais sur un score vraiment étriqué, soit 2-1, soit 1-0, mais un but d'écart. Même son de cloche du côté de Franck, là aussi. À la différence de Louis,
je pressentais en fait un début de tournoi très fort de cette équipe algérienne, dont j'avais fait l'un de mes outsiders derrière le Sénégal. J'ai mis le Maroc à part. Et du coup, oui, tout ce que tu as dit, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ce qu'ils ont montré contre le Soudan, qui n'est pas non plus un foudre de guerre, mais qu'il faut respecter, moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. Enfin, le danger vient de tout le monde dans l'équipe d'Algérie, de tout le monde. Et eux aussi, ils ont un problème de riches. Eux aussi, ils ont un problème de riches en termes d'effectifs. Moi, le seul doute que je puisse avoir, c'est le garçon qui est dans le but. Et je parle en tant que gardien moi-même, parce que voilà. Le papa était un grand joueur de champ, mais je ne suis pas persuadé. Lucas Zidane, on le rappelle, pour mais que Lucas Zidane, j'ai encore des doutes sur les qualités d'international de Lucas. C'est un professionnel. Je ne suis pas persuadé que ça soit le gars qui leur permette d'aller très très loin dans le tournoi. Peut-être qu'on aura une réponse dans le bon sens tout à l'heure. Exactement. Match à 18h30 qui se jouera au stade Moulay El Hassan de Rabat. On passe au deuxième match à pronostiquer. De cette journée. Donc, je vous demande de vous donner vos pronostics pour la rencontre opposant la Côte d'Ivoire au Cameroun. Ah, j'aime bien. L'autre choc de cette journée. Bien. Derby, appelez ça derby. Trop beau parleur en plus, moi j'aime bien. C'est deux peuples qui aiment bien se charrier, qui aiment souvent se charrier. Le tenant du titre face au Cameroun. Allez, je vais partir sur 1-1, 1-0. 1-0 pour la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Et vous partez sur 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? D'après vous? Parce que. Mais même, le Cameroun reste une très bonne équipe. Je vais vous donner la réponse, elle est là. Ma meilleure moitié est ivoirienne. Ça y est, c'est la belle famille, le Cameroun. Sur Regragui, c'est son ami, sur la Côte d'Ivoire. Le football, est-ce que c'est objectif, vos réponses? Absolument, c'est objectif, vous voyez. Non, mais on peut les chambrer, c'est la belle famille aussi. Le Cameroun, le continent, comme on dit, le continent. Non, je pense que ça sera beaucoup plus serré de ça. J'ai très peur, en fait. J'ai mis ça pour vous provoquer, pour créer cette petite réaction là entre nous. Mais non, je pense que ça va être très compliqué pour les éléphants. Je ne suis pas rassuré de ce qu'ils nous ont montré contre le Mozambique, malgré la victoire. Et en revanche, le Cameroun, avec ce nouveau sélectionneur, David Pagou, il a insufflé, il a remis du mental dans tout ça. C'est un militaire, c'est vraiment dans son... Franchement, moi j'ai super peur. Donc en vérité, vous voyez... Et malgré tous les problèmes... Je pourrais mettre plutôt un partout. Ouais, voilà, comme ça moi. serait plutôt Merci un but. Franck. Voilà, franchement, ça serait plutôt ça. J'ai mis 2-0, mais parce que c'est le cœur qui parle. Si je mets une victoire pour le Cameroun, comment je fais quand je rentre à la maison? Ça va barder. Voilà. Ça va barder, en effet. Oh, de toute façon, écoutez, encore une fois. Alors 2-2 parce que je suis optimiste et j'ai envie de voir des buts. Mais je pense effectivement, je vois les équipes faire match nul. Comme Franck l'a mentionné, les Camerounais ivoiriens s'appellent la belle famille. Parce que je crois que c'est parce que Samuel Eto'o est marié à une... Oui, son épouse est ivoirienne. Voilà, c'est ça. Donc il s'appelle la belle famille, c'est une rivalité passionnée et historique du continent. Moi, j'aime beaucoup ce que le Cameroun est en train de faire parce que malgré leur contexte chaotique, avant avec Marc Brice, et je suis personnellement en tout cas très content que Marc Brice ait été évincé. Je sais que ça a créé pas mal de débats. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont bien rentrés en matière face à leurs voisins gabonais. Ils ont gagné 1-0. La Côte d'Ivoire, comme disait Franck, effectivement, pas totalement convaincu, mais le Mozambique a quand même des bons joueurs, une défense expérimentée. C'était pas non plus, c'est une petite équipe du continent, mais un nul, ça satisferait tout le monde. Absolument, en vérité. Oui. Tu passes à 4 points avant la J3. Ça serait un peu comme la RDC Sénégal, un peu. C'est d'un choc un peu. Ça va être très physique. Mais vous savez pourquoi? Oui, dites-moi. Parce que c'est forcément, puisque en J2, en deuxième journée, les chapeau 1 contre chapeau 2. Donc naturellement, du sud d'Égypte, on n'a que les grosses affiches dans cette journée. Donc forcément, c'est vrai que c'est un sommet. Mais attention, moi je dis attention avec le Gabon qui n'a pas dit son dernier mot. Surtout avec Pierre-Emerick Aubameyang titulaire et tout. Donc les Panthères pourraient on en parlera pendant la troisième journée de cette compétition. Noura, on a terminé cette édition de Cannes+. J'aimerais remercier nos invités autour de la table. Franck Simon, merci d'avoir été à nos côtés pour parler, pour dévoiler votre subjectivité autour de Walid Regragui et de votre amour pour la Côte d'Ivoire. Je peux me laisser aller parce que vous savez que je suis là en fait en qualité de commentateur de la Confédération africaine. En fait, je suis au Maroc en tant que commentateur officiel pour les matchs. Et c'est vrai que là, c'est le plaisir un peu de se laisser aller et de parler de façon un peu plus libre. Merci. Voilà, je sors de mon contexte officiel. Merci beaucoup. On remercie également Louis Mouko, rédacteur en chef de Léopard Foot, nous avoir rejoints sur le plateau de Cannes+. C'est la fin de cette émission. Je suis encore triste, encore une fois. Toujours. Merci de nous suivre tous les jours. C'est à 13h30. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.